Épisode 482 des Technos. Et c'est promis, dans cet épisode, on ne vous parlera pas du Thermomix TM7. Non, parce que voilà, on ne vous en parlera pas. Je cite mes sources parce qu'on est chez les Technos et chez les Technos on cite les sources. Numérama, jeuxvideo.com, Les Numériques, Neozone, Phone Android, Mac Forever, même tenez, le Journal du Geek, Clubic ou encore Presse Citron. Ils vous ont tous parlé du Thermomix TM7. Les Technos ne sont pas à vendre. Merci de nous avoir rejoints. Merci à nos deux chroniqueurs de la semaine, à savoir Sébastien d'un côté et de l'autre côté Thierry. Ouais, ils m'ont chauffé pendant une heure là. Maintenant je suis au taquet. Là. Je suis bon. Voilà. On est un peu en retard sur notre planning. Hein. On commence en général plus tôt que ça. Il est un petit peu tard et donc voilà, ça risque d'être encore une fois. Il y a l'heure qui est enregistrée carrément dans le générique. Je viens dans le générique. Donc vous verrez ça. Ouais, donc il faut le faire avant qu'on s'accumule. C'est ça. Il faut qu'on termine avant de commencer à être dans la zone de tapage nocturne. Chacun chez soi. Donc voilà. Sébastien d'un côté, Thierry de l'autre pour parler de technologie. C'est notre sélection de news technologiques de la semaine. Vous le savez, on fait de la veille. Une veille que l'on vous partage, pas toujours sous forme de podcast, mais aussi essentiellement, j'ai envie de vous dire, dans notre infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. C'est par là aussi que vous recevez la notification comme quoi un nouvel épisode est sorti. C'est là aussi qu'on vous partage les liens avec le bloc-notes dont je parle moi en milieu d'épisode à peu près. Là aussi il y a des sources à aller gratter, donc c'est une somme en quelque sorte d'informations et une sélection à la mode des technos, et ça vous semblez l'apprécier, donc n'oubliez pas de vous abonner et vous recevrez ça tous les, je dis une bêtise, le jeudi ou vendredi, je sais plus quand je l'envoie, je crois que c'est le vendredi que je l'envoie la newsletter, ou vendredi, hein, c'est ça. Je suis un petit peu perturbé mais ça va aller, c'est donc le vendredi, je vais le noter quelque part, que vous recevez cette infolette, mais jamais plus d'une fois par semaine. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas, on va pas vous flouder, voilà, pas de spam. On entame, si vous le voulez bien, c'est pas le genre de la maison du tout. Premier sujet. Alors là, WhatsApp, on connaît tous WhatsApp, devient officiellement un VLOP. On pourrait dire un flop. Ça, c'est Signal, le flop, pardon. WhatsApp, c'est le VLOP. Vlop, comme fait l'oiseau quand il décolle. Hein, c'est un peu ça l'idée. Sébastien. Oui. Et alors, franchement, je ne peux que te remercier pour tes efforts de faire rigoler, parce que c'est vrai que l'ambiance est un petit peu morose. C'est comme ça. Mais c'est de saison, et l'ambiance est comme ça. Et donc, on essaye. Donc, VLOP, c'est quoi un VLOP? C'est un acronyme qui dit Very Large Online Platform. Donc en gros, il dit c'est une grosse plateforme. Et donc on lui a trouvé un nom, très grande plateforme en ligne, c'est VLOP. Alors c'est à partir de quand on est un VLOP? C'est un truc européen, hein. Évidemment, c'est une réglementation bien de chez nous, une petite réglementation européano-bruxelloise. Je sais pas pourquoi, mais dans l'article on target un peu Bruxelles en disant mais pas Bruxelles, pas Bruxelles, c'est l'Europe qui met le truc. Mais bon, voilà. Quand on veut pas dire on fait partie de l'Europe, on dit c'est Bruxelles. C'est les Bruxellois. Voilà, c'est les Bruxellois. Nous on fait pareil à Bruxelles, on dit c'est les Strasbourgeois. Oui. C'est comme ça. Voilà. Mais surtout voilà. Et chez nous, on est plutôt sur les fusillades que sur ce genre de truc. Mais donc Bruxelles, donc ils ont décidé que c'était un VLOP. Alors pourquoi c'est un VLOP? C'est parce que c'est devenu une grosse plateforme qui a 46,8 millions d'utilisateurs. Donc à partir de 40 millions, 45 millions exactement, à partir de 45 millions d'utilisateurs actifs sur une année complète, tu deviens une VLOP, et à partir du moment où tu VLOP, tu dois aussi répondre à d'autres réglementations comme le DSA, etc., etc. Donc WhatsApp étant passé à 46 millions, ils ont reçu très officiellement, c'est très drôle la manière, le 14 février, la Commission européenne leur a envoyé un petit message pour dire « Félicitations, maintenant tu es un VLOP, tu dois donc répondre à notre réglementation et le DSA. » Paradoxalement, quand tu perds des membres, tu te développes.
Se développe. Ah. Ah, tu es en forme, Marc, merci. Les efforts sont... Voilà. Ouais, après, on est au premier sujet, voilà. Attends la suite. Et donc, la classification... Alors, en gros, ils sont contraints à quoi l'Europe, parce qu'ils n'ont pas juste mis une étiquette, mais à partir de là, ils sont contraints à respecter toute une série de règles européennes pour veiller à ce que ça n'impacte pas, en fait, l'espace public, nos élections, sécurité publique, processus électoraux, lutter contre les fake news, etc., etc. Tout ce que l'Europe essaye d'imposer pour dire il ne faut pas qu'on essaye d'attaquer nos démocraties, et donc à partir du moment où vous devenez une grosse plateforme, on va vous contrôler parce que, effectivement, on veut s'assurer que le contenu qui est relayé est conforme à nos valeurs. J'avais pas envie de faire de politique, mais en même temps, celui-ci fait quand même un peu de politique, mais c'est difficile de passer à côté sur le truc. Ouais. C'est raté, hein, mais c'est ça. Et donc, maintenant, ils seront obligés de le faire. Alors, pas spécialement sur les messages que vous envoyez entre vous, parce que les messages que vous envoyez entre vous, ça reste une messagerie directe. Hein, on écrit à son amoureuse, quand on a la chance d'en avoir une. On écrit à sa femme quand on a la chance d'en avoir une, etc., etc. Ouais. Et donc, mais c'est pas ça. Ça, ils s'en foutent. Tu peux écrire ce que tu veux à ton amoureuse. Par contre, il y a des chaînes de publication de messages ou publiques où tu vas t'inscrire. Et là, c'est des sociétés qui vont écrire des messages, de la publicité ou des groupes de discussion. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait une modération qui est plus forte que ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut que la modération soit non seulement plus forte, mais il faut qu'elle soit transparente, que les algorithmes soient dispo à l'Europe pour pouvoir contrôler qu'en fait, les algos font leur job pour que le discours reste poli, courtois et conforme à nos valeurs. Donc, c'est voilà, ce que certains appellent une atteinte à la liberté d'expression. Voilà, une censure. Voilà. C'est un point de vue. Voilà. Ici, on essaie d'exprimer un maximum de points de vue qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Ça existe. Il faut le savoir. Ça existe. Voilà. C'était un peu les reproches aussi qu'on faisait à Telegram, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Lui, il s'est retrouvé en tôle, donc après, il a dit oui, bien sûr. Je pense pas qu'on va prendre Mark Zuckerberg en tôle. Passerait pas. Bien. Ça tiendra pas longtemps. Hein. mais je pense que... En même temps, je sais pas, je dis peut-être des conneries, mais Telegram, on a plus l'impression que tu trouves que tu as la démarche de t'abonner à des canaux, à des chaînes, là où... WhatsApp aussi ici. Hein. Je sais que ça existe, mais j'ai l'impression que c'est quand même 3/4, voire 80%, voire 90%. L'usage, c'est de la messagerie. C'est une petite mais partie, ça change rien. Je pense, l'accès. Oui, alors ça change rien aux l'Europe règles. s'en cale, ils ont dépassé 45 millions, ils doivent faire attention à tout. Mais je pense que le ratio messagerie et... Si je reprends, alors je pense pas que ce soit le cas de Signal. Je pense pas que ce soit le cas de WhatsApp, mais si je reprends les griefs portés à Telegram il y a quelques mois maintenant, c'était c'est par là que tu prends rendez-vous pour acheter de la drogue, c'est par là que tu peux prendre rendez-vous ou commander des armes ou des choses comme ça, sous couvert de mots codés, etc. Ça peut se faire sur n'importe quel réseau, tu me diras, mais comme c'est crypté de bout en bout, en tout cas qu'il y a une espèce d'anonymat qui est préservé, ou en tout cas c'est ce qu'on prétend, la tendance est d'aller de ce côté-là pour avoir quand même quelques filtres et pouvoir se prémunir de se faire choper comme on se ferait choper comme un bleu sur Facebook ou sur X, par exemple. Je vais faire comme certains influenceurs. N'allez pas sur TikTok pour ne pas chercher de la drogue ou des armes. N'allez pas sur ce réseau pour vous trouver des matériaux. Trop de négation dans cette phrase. Voilà. Parce que c'est le nouvel Eldorado. Je pense que les gens qui veulent arriver à leur fin pour vendre ou fourguer des trucs, ils vont partout où ils veulent. Moi, ça me fait marrer en tant que Suisse de voir la régulation de l'Europe. Mais je fais un peu de teasing parce qu'en même temps, la Suisse lorgne un petit peu du côté de la régulation et des règles européennes. Mais comme tu dis, on va sûrement pas mettre Zuck en prison. Je pense pas. Non, alors ils vont aller en confrontation avec Bruxelles, ils vont aller en justice, etc. Ils vont pas laisser le truc passer. Alors que, voilà, nous on essaie juste d'une certaine manière de protéger
nos intérêts. C'est de longs débats. Je me suis coincé à mon propre jeu. C'était pas du tout. Ouais. Et je te sauve. Ouais. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton. Bouton. Soyons un peu légers. Soyons un peu légers. Thierry, Siri nous écoute. On avait des doutes. Parti. En tout cas, il y a des plaintes contre Siri qui écoute nos moments intimes, les moments quand il y en a, qui tend l'oreille. Ouais, qui tend l'oreille. Tout ça, ça me fait penser. Je ne sais pas si j'en avais parlé une fois dans les technos. Il y a quelques années, il y a 3 ans, peut-être 4 ans, où j'étais allé au CES, il y avait une grande publicité Apple sur un hôtel qui disait « Vos données restent chez Apple ». Et puis ils avaient collé ça sur le fameux hôtel qui s'était fait pirater, enfin la chaîne d'hôtels qui s'était fait pirater. Et là, le vernis, il commence à craquer un peu. J'ai des chiffres contradictoires. J'ai essayé de regarder. On raconte d'un côté que 0,2% des déclenchements de Siri, dit machin, je ne vais pas prononcer si vous êtes à côté de ce bousin, fais-moi ci, fais-moi ça. On nous raconte dans l'article là que je vous partage, un des articles que je vous partage, que ces 0,2%, ces déclenchements font l'objet d'écoute humaine. Alors, on nous vend l'idée que c'est anonymisé, que c'est impossible de remonter à quoi que ce soit, etc. Mais il y a quand même là-dedans des déclenchements intempestifs qui se passent dans toutes sortes de situations et certaines situations, puisque Siri, c'est proche du oui, je ne sais pas, j'interprète, peut-être. Eh bien, c'est carrément des ébats intimes qui ont été écoutés par des employés de la firme. De l'autre côté, pour revenir sur les chiffres, on nous dit que, je vais me replonger dedans, seulement 0,2% des requêtes Siri ont été traitées, conservées de manière anonyme. Alors, est-ce que c'est les mêmes pourcentages ? Dans tous les cas, on nous dit que ce n'est pas exploité à des fins publicitaires. Encore heureux, parce qu'Apple a toujours montré l'exemple en disant « nous, on ne s'en sert pas pour faire du pognon ». Mais il est vrai qu'il commence à y avoir des gens qui ont travaillé dans des sociétés partenaires, des prestataires, qui se sont retrouvés effectivement à analyser des extraits audio dans lesquels il y a de la violence, des bagarres, des petites soirées intimes, toutes sortes de choses complètement insignifiantes, et un peu comme quand vous avez votre smartphone qui vous appelle depuis le sac à main ou de la poche de votre veston. Et puis, Apple, là, s'excuse en disant que c'est de toute façon une toute petite partie qu'on est obligé d'écouter humainement pour, en fait, en tirer des conclusions, analyser, corriger le tir. Parce qu'on le sait, c'est pas le meilleur, et là, je vais me mettre plein de copains à dos, c'est pas le meilleur des assistants vocaux. Moi, pour ma part, j'ai opté pour d'autres marques. On attend avec impatience Apple Intelligence pour voir si effectivement ils vont corriger le tir. On nous vend l'idée que ça sera le cas, mais en attendant c'est pas super. Et là où ça commence à coincer, c'est que cette plainte elle va sacrément commencer à faire craquer le vernis justement chez Apple. C'est une plainte qui arrive au mauvais moment, puisqu'Apple a déjà accepté de payer aux États-Unis plus de 95 millions de dollars, environ 87 millions de francs suisses. Je vous laisse faire la comparaison en euros, c'est plus ou moins la même chose, pour mettre fin à des poursuites de consommateurs américains qui l'accusent d'avoir enregistré à leur insu leur conversation privée sur son assistant vocal. Donc c'est déjà arrivé sur le territoire américain. Là, ça se passe ici chez nous en Europe. Il y a même, paraît-il, des entreprises ou des clients suisses, ou en tout cas des plaignants. Moi, ça me laisse pas insensible, parce que j'utilise le Google, j'utilise l'Amazon, j'utilise aussi des versions open source. Et on le sait que ces appareils peuvent rester l'oreille tendue.
Mais là, pour le coup, là où Apple nous avait vendu l'idée de bien protéger nos infos, il semblerait que... il y a un coup de canif dans le contrat. Ouais, voilà, ça fout mal, quoi. Ouais. Ok, c'est certainement un truc à dire. Oui, j'ai un truc à dire. Un truc engagé et un truc drôle. Un truc engagé, commençons par celui-là. Voilà. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Celui-là n'est pas drôle. Le suivant est drôle et il est belge. Le premier est engagé parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que voilà, nos data, le monde ne fonctionne pas comme nous. Et donc, autant Apple, Microsoft, Google, etc. font des produits qu'on aime bien, généralement, autant ils ne réagissent pas comme nous, ils ne sont pas sensibles à la même chose que nous. Et donc, si ça avait été traité par des sociétés européennes ou suisses, pour moi, européennes, dans le sens large du terme, on l'aurait vu ça autrement, ou on l'aurait prévu, ou on se dit, ok, on aurait essayé de faire ça autrement. Peut-être qu'on l'aurait pas fait, peut-être qu'on aurait fait des conneries aussi, mais en tout cas, ce serait resté à la maison, et on se serait dit, bon, en fait, merde. Donc, voilà. Donc, il faut essayer de faire un peu de chauvinisme. C'est vrai qu'avec les balises que l'on place, nous, Européens, il y a plein de choses que nous qu'on ne ferait pas. On ne fait pas. On ne ferait pas, mais on ne fait pas d'ailleurs. Oui. Après, on se bousille pas mal de business aussi. Donc, voilà, c'est pas mal de discussions à un moment où on se dit, est-ce qu'on doit faire le business plutôt que de se tirer d'une balle dans le pied? Est-ce qu'il faut être plus catholique que le pape? Parce que pour le moment, on a fait beaucoup de règlements et plus beaucoup de sociétés, mais ça, c'est encore un autre débat qui peut être très long. Le deuxième, qui est très drôle, en fait, c'est que il y a une solution, et c'est le roi Philippe qui a une solution en Belgique contre ça. Et le roi, je sais pas si tu as vu cette news, c'était il y a quelques jours. Non, je suis très... Et alors, je pourrais citer mes sources, parce que c'est sur RTL.be que j'ai trouvé cette news. Ah, c'est très vrai, alors. C'est la vraie info. Et donc, le roi Philippe prend des mesures de sécurité contre l'espionnage au palais. Et en fait, dès que tu rentres dans le palais royal, tu dois mettre ton téléphone dans un étui. À 12,99, on le met bien dans le titre, et je ne sais pas quel étui exactement, mais c'est 12,99 l'étui, qui effectivement après protège des ondes et protège ce genre de certaines écoles font ça aussi. Dans l'étui. Et puis basta, certaines écoles on ne t'écoute pas. Depuis que normalement les étudiants ne peuvent plus avoir, en tout cas dans certains réseaux, de téléphone en cours, on leur propose de le garder avec eux, mais dans une pochette à 12,99. Ah non, mais là, il y a vraiment des écoles... Il y a de plus en plus d'exemples. C'est pas complètement idiot. Alors après que le palais royal le fasse, ça à 12,99, voilà. Est-ce qu'il faut laisser une caution tu vois, de 30 €. Tu peux avoir ton nom brodé dessus. Donc la Belgique, on a trouvé le truc. Nous, on nous écoute pas. Nous, c'est 12,99. Et paf. Mais si ça se trouve, il y a plein d'autres trucs qu'on sait pas, que peut-être qu'il faut aussi payer une caution pour les patins. C'était peut-être facile. C'était gratuit. Peut-être aussi. Mais nous, on met une pochette à 12,99. J'adore. Salut, s'ils nous écoutent. J'adore votre pays. Philippe, Mathilde, merci beaucoup. Juste pour sortir du sujet, parce qu'on parlait d'Apple, qui a toujours eu des soucis, entre guillemets, il n'y a pas de lien avec ce dont on vient de parler, mais c'est juste parce qu'on a parlé d'Apple. J'ai reçu une notification juste avant l'enregistrement où on nous indique qu'il va y avoir une maintenance sur la plateforme Podcast Connect, qui est donc la plateforme des podcasteurs. Oui, il ferme Podcast Connect et les statistiques pendant 8 heures le 1er mars. Voilà, donc merci comme ça. Pour l'info. En même temps, la part d'une firme, quand ils ont des nouveaux produits, ferme le shop pendant 1 heure, le temps de le mettre à jour. Moi, je dis que c'est assez normal, finalement, de leur part. Ça reste oui, alors c'est vrai que la news que je vous ai partagée sur 20minutes.ch parle d'un nouveau élément familial qui viendrait. Alors certains s'essayent à dire que c'est peut-être le nouveau iPhone SE 4 ou je sais pas quelle est la numérotation qui s'appellera pas lui comme ça apparemment. Il va oui, voilà. Mais en même temps, quand tu vois le tweet de Cook, on voit quand même quelque chose qui ressemble à un AirTag. Et si vous allez faire, alors là c'est un bon plan, pour une fois les technos vous donnent un tuyau, allez sur le site officiel de chez Apple. En tout cas en Suisse, les 4 AirTags, ils sont plus à 35 ou 39 francs, ils sont carrément à 25 balles. Vous pouvez acheter 4 AirTags pour moins de 100 francs. Donc ça laisse sous-entendre. Voilà, ça laisse sous-entendre. Est-ce que sur le site d'Apple, on peut acheter le Thermomix?
Moi, je veux juste acheter la vidéo. On voit toutes ces personnes. Je dis ces personnes parce qu'il y a un peu tout qui s'extasient parce que moi j'ai cru que c'était une vidéo du CES, mais non, c'est un Thermomix. Donc, enfin voilà. C'est bien le podcast des technos que vous écoutez. On a parlé de Tim Cook, évidemment. C'est pas Marmiton, hein, donc c'est non, okay, c'est pas un cuistot. Passons à la suite. Petite info comme ça en passant, relevée par Sébastien, parce que c'est vrai que j'en avais parlé moi dans les brèves il y a quelques temps déjà, de Doom qu'on me laisse un peu. On avait utilisé Doom en tant que captcha, on avait utilisé Doom aussi dans un PDF, mais on peut faire aussi plein d'autres trucs dans un PDF manifestement, dont faire tourner un système d'exploitation carrément. Mais voilà. non. Bah si. Mais hein, si. Et en fait, c'est le même mec. Et c'est ça que je voulais quand même dire. Allez, on va le mettre à l'heure parce que c'est pas un mec qui a 20 ans d'expérience et qui fait ça en longue soirée d'hiver où il s'emmerde tout seul chez lui. C'est un lycéen, c'est un jeune gamin, sans critique, adding de 22-10. Donc c'est un lycéen qui s'est dit je vais faire tourner Doom, donc c'était déjà lui. Et maintenant il recommence en disant il a fait tourner Linux à l'intérieur d'un PDF. En fait, il utilise parce que tu peux faire tourner dans un PDF une série de tools comme c'est pas juste incorporer les images. Tu peux mettre du JavaScript, tu peux mettre quelques trucs pour faire exécuter. Et donc à partir du moment où tu peux faire tourner du JavaScript, lui, il a rajouté au-dessus de ça en se disant, mais je vais faire tourner une machine virtuelle qui fait tourner un risque. Et donc il a réussi à faire un émulateur, enfin à faire tourner l'émulateur RISC. Donc il les a pas écrits, mais il a eu toute la patience de mettre tous ces trucs à bout en disant je vais aller jusqu'au bout pour faire le truc. Donc le mec, c'est un futur talent. Enfin c'est déjà un talent. Et donc il a fait tourner l'émulateur RISC et puis au-dessus il a foutu un Linux et en disant bon ben voilà maintenant on a un Linux qui tourne dans un PDF. Et bon, c'est pas très rapide, c'est pas fou non plus, non, mais il y a un Linux qui boot, un vrai Linux qui boot dans un PDF. Quoi. Je trouve ça génial. Mais je n'ai aucun intérêt. Non, bien sûr, mais je me demande si... Alors, il a eu l'idée de le faire, ça, on va lui laisser ça. Par contre, je me demande s'il ne s'est pas fait aider d'un chat GPT ou une autre IA c'est possible, mais en tout cas, personne ne l'a fait. Le Doom dans le PDF, mais avant lui, personne ne l'avait fait. Donc, personne ne l'a fait. Donc, moi, je dis chapeau, quelle que soit la façon qu'il a eu de faire ça. Le mec a eu l'intelligence, la patience, et bon, je ne sais pas ce qu'on va faire de ça. Probablement rien. Mais lui, ça va peut-être lui trouver du boulot assez rapidement, à un moment donné. Parce que voilà, c'est quand même une expérience assez inédite. Quand on voit l'image, rien que de faire un LS... Oui, c'est tout. Je reviens pas aux commandes qu'il arrive à balancer. Moi, je pense qu'Adobe va devoir se faire du souci parce que ça veut dire que tu peux planquer des trucs monstrueux. Depuis toujours. Le PDF, c'est un conteneur. Le PDF, c'est magnifique. C'est la merde. Je sais pas pourquoi on le garde d'ailleurs, mais c'est quand même assez violent. Vous vous souvenez qu'on est assez vieux pour se rappeler. Là, c'est la séance vieux con, mais moi j'ai connu les prémices du PDF. C'était une boîte totalement farfelue. Dans le noir et blanc. Non. En tout cas, moi, je bossais sur un Mac SE, donc c'était d'office en noir et blanc. Mais il y avait une boîte qui avait réussi à faire un soft où tu pouvais justement, depuis un document MacWrite ou d'autres, en faire un document lisible partout. Et cette boîte s'est fait racheter par Adobe, qui en a fait effectivement le PDF qu'on connaît. Mais au départ, c'était une boîte qui vendait une licence. Puis tu avais dans ta liste d'imprimantes, fais-moi un document lisible partout. Ça ne s'appelait pas encore un PDF. Voilà. Je suis le seul à avoir vécu ça ou bien je suis trop vieux, c'est ça? Le PDF est de John Warnock, donc un d'Adobe. Maintenant, ils ont acheté beaucoup de trucs. Oui, c'est ça. Et la boîte qui te permettait de transformer n'importe quel document, encapsuler les polices de caractères et tout ça, c'était une boîte qui était avant... il y avait du PostScript avant. Hein. Oui, c'était vieux. Voilà. Mais maintenant, c'est standardisé. Et donc, pendant des années, Adobe a accepté qu'on fasse des outils pour générer des PDF. Donc, toutes les sociétés, ils ont ouvert le format pendant assez je dirais début des années 2000 en disant
tu peux générer des PDF, mais il est hors de question que tu fasses un outil pour lire un PDF. Et maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Ils sont plus larges, parce que lire un PDF, alors, c'est bon, c'est plus... Et ça fait depuis 2008 que c'est une norme et c'est un format ouvert. Il faut se méfier parce qu'il y a des add-ons PDF qui permettent de les lire, par exemple, dans Outlook ou dans... voilà. Depuis 2008, c'est ouvert, mais avant, non. Ouais. Mais pas pour tout, pas pour tout. J'ai fait l'expérience, tu sais, les PDF où tu as déjà les champs de saisie. Tu envoies, ça n'a plus qu'à remplir. Et bien, il faut savoir qu'on peut nommer ces champs. Oui, mais on peut nommer ces champs. Alors imagine, tu fais une appli qui va remplir automatiquement ces champs. Ben, moi, j'ai dû acheter provisoirement la licence Adobe pour aller nommer précisément ces champs parce qu'il n'y a aucun outil sur le marché, même en open source gratuit, qui permette de le faire. Et après coup, tu peux faire causer... J'ai développé un soft, moi qui ne suis pas codeur, qui va écrire justement dans ces champs, mais il fallait les nommer pour savoir où poser l'information. Donc il y a encore un peu de chasse gardée chez Adobe, sur PDF. Le format est ouvert, pour personne ne le développe, ça c'est le choix. Ouais. Bah, c'est ça, quoi. C'est ouvert. C'est encore un format assez facile à développer si tu veux. De votre côté, vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Oui. Les commentaires sont faits pour ça. Viendez, c'est l'heure du bloc-notes. Bloc-notes, c'est les notes que moi je prends pendant mon temps libre quand j'en ai un peu, et je vous dirai pas où, que je garde de côté pour pouvoir les partager avec vous, parce que moi aussi, voilà, c'est ça. J'aime bien partager ça aussi avec mes chroniqueurs et avec vous en l'occurrence. La mission French Tech lance une formation gratuite pour aider les startups françaises à décrocher des marchés publics, représentant plus de 200 milliards d'euros par an tout de même. La formation Je choisis la French Tech. Non, je le refais. La formation, ouvrez les guillemets, Je choisis la French Tech, fermez les guillemets, Academy, est conçue en partenariat avec Open Classroom et repose sur l'expertise de 40 spécialistes. L'objectif est de démystifier les procédures administratives et d'enseigner des stratégies concrètes pour maximiser les chances de succès. La commande publique est vue comme un levier essentiel pour la croissance des startups et un catalyseur d'innovation pour les acteurs publics. Clara Chapaz, ancienne dirigeante d'ailleurs de la mission French Tech et actuelle ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique en France, appelle les administrations à être plus ouvertes aux solutions innovantes des startups et encourage ces dernières à rejoindre la formation. C'est pas idiot, je trouve, finalement, ce genre d'initiative. Voilà. Je veux juste le dire. Meta lance un projet, le Project Waterworth, un câble sous-marin de 500 000 kilomètres connectant plusieurs continents avec un coût de 10 milliards de dollars tout de même. Le câble utilisera une architecture innovante avec 24 paires de fibres et des techniques de pose en eau profonde, réduisant les risques de panne géographiques et les pannes politiques aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Un partenariat entre l'Inde et les États-Unis a été annoncé pour financer et entretenir ces infrastructures sous-marines. Le câble soutiendra les technologies gourmandes en bande passante comme l'intelligence artificielle et renforcera la connectivité mondiale. C'est le premier câble sous-marin entièrement détenu par Meta qui possède déjà des parts dans 16 autres réseaux sous-marins. La Liga, on va parler un peu foot, la Liga, le championnat d'Espagne de foot de première division, accuse des entreprises comme Google, Cloudflare et X.com de faciliter le piratage IPTV en offrant des services ou en ne réagissant pas assez rapidement aux signalements. Ces accusations soulignent des tensions entre les ayants droit et les entreprises technologiques dans la lutte contre le piratage en ligne. Les principaux reproches que la Liga a envers les géants du web sont les suivants. Cloudflare, par exemple, est critiqué pour ses services d'anonymisation qui compliquent l'identification des hébergements de sites pirates. Google est accusé de référencer des sites et applications pirates dans ses résultats de recherche et sur Google Play aussi d'ailleurs, facilitant ainsi leur accessibilité. Quant à X, ex-Twitter, il est pointé du doigt pour sa lenteur à réagir sur les signalements de contenus illégaux, ce qui permet au contenu piraté de rester accessible trop longtemps. De façon globale, la Liga dénonce l'inadaptation
l'inaction perçue des grandes entreprises technologiques dans la lutte contre le piratage, estimant qu'elles ne prennent pas suffisamment de mesures pour protéger les droits d'auteur. La Liga réclame également l'ajout du Royaume-Uni et de l'Allemagne à la liste de surveillance prioritaire pour insuffisance dans la protection et de la propriété intellectuelle. Le rapport met en lumière des tensions croissantes entre ayants droit et géants du numérique dans la lutte contre le piratage. Je ne sais pas si l'un de vous avait un commentaire à faire par rapport à ça ou pas. À doigt levé. Oui, dans le géopolitique, on n'en faisait pas. Non. Pas tout à fait la même chose. N'allez pas sur TikTok pour trouver des codes pour de l'IPTV. N'allez pas chercher des codes. Je ne veux pas leur passer la parole. J'ai pas fini. Il me reste encore une petite note dans mon bloc-notes. Spotify introduira Music Pro en 2025 pour une meilleure qualité audio et des outils de remixage. Je me demande bien à quoi ça va servir. Au prix de $6 par mois en supplément. L'option hi-fi permettant une écoute sans perte, une fonctionnalité promise depuis 2021 tout de même, mais jamais lancée jusqu'à présent, c'est quand même assez incroyable. Des avantages supplémentaires tels qu'un accès privilégié à des billets de concert sont envisagés, mais non confirmés pour l'instant. L'abonnement total avec Music Pro atteindra environ 17,12 €, je pense à la pochette du coup, 17,12 € par mois, une hausse notable par rapport à Spotify Premium qui coûte actuellement 11,12 € par mois. Les concurrents, autant le dire aussi, les concurrents comme Apple Music ou Amazon Music offrent déjà l'audio sans perte et sans surcoût, ce qui met évidemment Spotify en retard sur ce marché. Heureusement, ils ont tous la stéréo. Parce que c'est à un moment donné, il faut dire les choses, ce genre de retard, c'est quand même en 2025 un peu dommageable. Je sais pas, je vois que Sébastien, il réfléchit. Tiens, pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce ? Oui, mais j'ai à moitié la tête ailleurs aussi, je t'avoue. Ah bon, ben voilà, passons au sujet suivant alors, allons-y. Absolument. Même en Suisse, on parle de podcast et le principal intéressé, évidemment, vient faire son prosélytisme au sein de ce podcast belge. Je viens grignoter de l'auditoire. Vas-y, je t'en prie, c'est moi qui offre. C'est Marc. Si tu dis 80, mais il faut que tu dises 80. Alors oui, tu peux. Je dirais 80, voilà. 80. Dire 70, 80 et 90, voilà. Ça, c'est fait pour la suissitude. J'en ai plein d'autres, hein, si jamais vous voulez me brancher sur les termes suisses. Non, voilà, je m'incruste un petit peu dans les technos pour parler de podcast dans un podcast. Hein, vous imaginez un petit peu le paradoxe. Oui, je suis pas peu fier de partager cette news avec vous. Je vais pas vous tenir la jambe longtemps, mais voilà, le 3 avril, vous verrez la toute première édition du meilleur du podcast. Après 15 ans à fêter les talents du meilleur du web avec les meilleurs développeurs, les meilleurs designers, les meilleurs marketeurs, les pros du réseau social et j'en passe et des meilleurs. Après 10 ans pour les pros de la publicité, de la communication, pour le meilleur de la pub qui fait aussi un anniversaire cette année, c'est les 10 ans de la pub, 15 ans du meilleur du web. Mais on se devait avec ma collègue Victoria de donner vie carrément à la première édition du meilleur du podcast. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce meilleur du podcast ? C'est surtout d'abord un line-up de panels assez intéressant. On va parler monétisation parce que c'est un terme, voilà, c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens. Puis comme on est un peu en retard en Suisse, on va aussi sensibiliser les consciences parce que on nous dit, nous, depuis pas mal d'années, moi 20, puisque ça fait 20 ans que je fais du podcast, qu'il n'y a pas de marché en Suisse. Alors c'est faux. J'ai été épaté, mais tu te rends pas compte, Marc, épaté de voir combien il y a de gens, de confrères, de compatriotes qui font du podcast ici en Suisse et il est temps qu'on les mette en avant. On va parler aussi médias et podcasts. Est-ce qu'ils phagocytent les audiences ? Est-ce que c'est un complément ? Est-ce qu'ils peuvent jouer dans la cour des podcasteurs indépendants ? Voilà, toutes sortes de débats qu'on va comme ça mélanger les genres. Il y a un sujet, il y a un thème, moi, qui me plaît beaucoup, c'est podcast et business. J'ai trouvé pas mal de producteurs de podcasts qui utilisent ce canal de diffusion pour justement mettre en avant
eh bien, on parlait de start-up avant, avec les Français de la French Tech. Ben, on n'est pas en reste en Suisse puisqu'on a plusieurs organismes qui utilisent. Il y a même un centre patronal qui fait des vidéos, qui fait des shorts et qui fait des podcasts pour parler justement de la cause patronale. Mais il y a aussi en marge de ça des start-up, des gens qui accompagnent les start-up qui se sont mis à produire du contenu. Donc une grosse après-midi avec toutes sortes de talks et on finira la soirée bien évidemment avec la remise des prix. Alors ça ne sera pas des micros, on les a appelés quand même des cubes, même s'ils changent un petit peu. Vous savez, notre marque de fabrique, c'est d'utiliser un trophée en forme de cube. Et on a pour le moment une petite liste de catégories parce que voilà, il faut bien démarrer par quelque chose. Il y a de la culture, lifestyle, il y a du true crime parce qu'il y a de la prod suisse, il y a de belles pépites. Et puis encore une fois, c'est voilà, le prétexte de tous se retrouver dans un coin bien sympa à Lausanne le 3 avril. Vous avez envie de venir voir à quoi ça ressemble. Allez, je lance le coup de la promo. Vous écrivez au techno et vous me faites le code podcast suisse et je vous promets de vous filer soit des réductions, soit des entrées gratos. C'est limité, hein, je ne vais pas non plus arroser tout le monde, mais voilà, j'ai très envie de réunir toute cette famille, toute cette communauté de podcasts parce que, voilà, comme je le dis, même hors antenne, on est tellement en retard en Suisse que ça en devient fatigant, donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend les choses par la main. Quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de podcast tech en Suisse, manifestement, puisqu'il n'y a pas de catégorie tech technologie. Alors, on la met dans lifestyle. Ouais, d'accord, dans lifestyle. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que le site va évoluer. C'est une très bonne remarque. On s'est aperçu qu'il fallait mieux décrire les catégories. Ça pourrait être en news aussi, parce que oui, voilà. Oui, les gens qui pourrait pas être podcasts, en true crime, ça n'a pas de sens. Non. Ou alors, en business, ça a du sens. En business, ça peut avoir du sens. Donc, on peut mettre son podcast tech où on veut. On va mieux documenter ces catégories. Mais tu as raison, tout à fait. Mais il y a des gens qui produisent de belles choses et il est temps qu'on les mette en avant. Voilà. On est bien d'accord, c'est le meilleur du podcast suisse. Oui. Voilà. Si vous êtes podcasteur français, belge, québécois, oui. Mais si vous êtes dans ces pays et que vous faites du podcast pour une entreprise, une marque, ou vous travaillez pour le territoire suisse, vous êtes aussi éligible. Voilà. Ça, c'est la petite Suisse dans le podcast. Un petit Suisse. Alors oui, on pourrait. Les technos peuvent concourir. Ouais. Je pense que cette émission a une très bonne chance de concourir. C'est une très bonne idée. Et d'emporter le prix, j'imagine. Écoute, je vais discuter avec l'organisateur. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, vous ouvrir la catégorie. Voilà, on ouvre la catégorie. Moi, je suis pas libre, mais je vais t'envoyer Sébastien, il va faire ça très bien. Oui, je vais faire un emprunt. En tout cas, voilà, c'est une chouette initiative. Parce que les initiatives à la frontière. On le voit, on parle rarement podcast dans ce podcast parce que c'est pas tout à fait le but. Il faut le reconnaître. Mais bon, là, c'est des amis. Disons, appelons les choses par leur nom. Donc, le meilleur du podcast suisse, ça nous parle effectivement. Et c'est bien. C'est des francophones aussi. Parce que vous faites pas Suisse francophone. Alors. On a des collègues en Suisse allemande, c'est mignon parce qu'ils ont appelé ça le Swiss Podcast Festival et ils ont écrit Suisse en français. Chouette. Il y a une grosse communauté. Oui, voilà, c'est assez sympa. D'habitude, c'est en anglais ou carrément en allemand, mais là, non, ils ont appelé ça en français. Et il y a une très très grosse communauté de producteurs germanophones, germaniques. Il y a véritablement un marché, il y a très très grosses audiences, mais des médias aussi, il y a des grands groupes radio que tu connais sûrement, certaines marques que tu connais. Et donc, ils ont leur propre prix. On s'est déjà rapproché avec eux et on s'est entendu pour pas forcément aller sur les mêmes territoires, mais à terme, on risque de collaborer. Nous, on vient de démarrer, eux, ils en sont déjà à la deuxième édition. Donc, il y a des choses à faire. Oui, ça va. Super. Ça va se faire sur toute la Suisse. C'est pourvu, et ça je le dis parce que je l'ai observé dans d'autres pays, pourvu que ce ne soit pas une espèce de fête de l'entre-soi, un peu fermé sur lui-même, qui se congratule les uns les autres en disant « Oh non, on est trop bon, toi aussi t'es bon, nous sommes trop bons. » Non, c'est pas le but. S'orienter vers le public, et je sais que tu veilleras à ça. Passons à la suite.
va réveiller Seb. Mais vous là-dedans Seb, retour aux sources. Allons-y. Oui. Retour aux sources. Les langages plus système reprennent le vent en poupe. Le bas niveau, on reparle là-dedans. J'adore cette news. Et que personne va lire sur ce truc, c'est sur développer.com, et il y a 2 commentaires. Apparemment, ça fait pas le succès. Et pourtant, moi, ça me fait vraiment plaisir de lire cet article. Pour plein de raisons, je vais l'expliquer. Et donc, effectivement, il y a plusieurs index, 2 en l'occurrence, qu'on reprend, qui donnent la popularité des langages de programmation. Et sur un de ces 2 index, des langages système, plus bas niveau, en un coup, reprennent beaucoup de popularité. Mais pas dans les 2 index. Je vous explique pourquoi. Donc en fait, il y en a 2. Il y a l'index TIOB et l'index People. P-Y-P. Voilà. Le premier, TIOB, effectivement, se base sur le nombre d'ingénieurs qualifiés, le nombre de cours en ligne, le nombre de fournisseurs, le nombre d'offres d'emploi, etc. Donc on se base sur du professionnel concret. Donc qu'est-ce que le marché pour le moment utilise? L'usage. Donc les professionnels, les vrais gens qui travaillent. Donc les gens qui gagnent leur croûte avec ça. C'est pas pour critiquer les autres, mais les gens, les professionnels dans le secteur, qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Et donc pour le moment dans le secteur, dans les langages, il y a toujours Python qui est dans les premiers, parce que c'est un langage qui est fortement utilisé pour tout ce qui est IA. Mais et data aussi, de manière générale. Data, oui, mais malheureusement souvent en fait, c'est pas par des devs, c'est plutôt par des data engineers, et ils utilisent le Python souvent parce qu'il y a beaucoup de libs qui tournent autour, mais le Python a des performances qui sont pas folles en fait. C'est un langage interprété. Il y a plein de choses, et le Python a beaucoup de succès parce que c'est un peu comme dans le PHP. Tu veux faire quelque chose, tu as des librairies qui te permettent de tout faire en 1 ou 2 lignes. Et donc, c'est facile d'accès. En fait, quand tu dois faire quelque chose, tu dois pas apprendre comment le faire, tu dois surtout trouver la librairie qui te le fait. C'est ça. Et puis, grosse communauté aussi, beaucoup d'échanges. Donc, c'est plein de bonnes raisons. Je dis pas que le Python est mal, je dis juste, c'est pas utilisé en général par des mecs qui ont une formation de développeur. Et derrière, ce qu'on retrouve, en fait, enfin, si, il y en a qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation de développeur qui utilisent aussi du Python, d'où sa popularité. Et en fait, les langages qui remontent derrière, c'est du C++, du C, du C Sharp, et puis après on retrouve effectivement, on a aussi du Java, du JavaScript, et même du Delphi qui est en 9e position, donc qui est quand même encore un langage utilisé sur le marché, et le Visual Basic, un truc qu'on se dit c'est mort depuis des années, Visual Basic est toujours là effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve en un coup ces systèmes? Enfin, avant de vous dire pourquoi, il y a l'autre index et la différence. Donc l'index People, en fait, lui il va se baser sur le nombre de recherches Google en fait. Donc comment le nombre de recherches sur les différents moteurs, quels sont les gens qui vont chercher des infos sur du Python, sur du Java, sur du JavaScript, et seulement après on va retrouver des langages comme du C ou du C++, mais on a des langages plus ouverts à monsieur tout le monde, hein, qui fait son site, qui tripatouille un peu pour son e-commerce parce qu'il fait etc. Donc qui n'ont c'est pas des devs de formation, là c'est plus de je vais faire du développement parce que j'en ai une nécessité et que j'ai envie de le faire moi-même. Donc là effectivement on retrouve beaucoup de gens qui font des recherches, et dans les recherches on a effectivement toujours Python, Java et JavaScript. Donc c'est pas la même chose, les langages système ou plus bas niveau arrivent après. Et donc pourquoi ce réengouement pour des langages plus bas niveau, comme le C ou du C++, ou même un peu plus loin du Delphi, qui est finalement, Pascal n'est pas mort, hein, comme quoi, mais c'est fondamentalement la même chose. Hein. Le bas niveau, simplement, c'est une question de rationalité, de performance. Donc c'est de nouveau, les sociétés se disent, on a besoin de performance et tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, les processeurs, que ce soit Intel, ARM et compagnie, la chose qui a le plus évolué ces dernières années, c'est on t'a monté le nombre de cœurs. Mais les fréquences n'ont pas fondamentalement évolué. Et donc, si tu as un processeur aujourd'hui à 4 Go sur un serveur, il y a 5 ans, tu avais déjà des processeurs à 4 Go ou à 3 Go 6. Donc, tu n'as gagné que quelques pourcentages de performance là-dessus. Mais si tu veux que ton code aille plus vite parce que tu as plus d'utilisateurs, parce que tu as plus de besoins, etc., tu dois vraiment descendre plus bas niveau, optimiser, travailler, revenir à la base du développement, c'est-à-dire comprendre
vraiment les structures, qu'est-ce qu'on fait en mémoire, comment on gère sa mémoire, etc. Gérer Donc, le le hardware, langage, quoi. gérer sa machine, parce que si tu alignes tes data, ton processeur, à partir du moment où tu lui poses une commande, tu dis fais-moi un calcul d'une addition, et que en fait, dès que tu as ton résultat, lui, il attend pas que tu demandes le suivant, il se dit déjà, mais tu vas demander le prochain. Et donc, ils ont une certaine, ils ont un cache, et ils commencent déjà à calculer. Tu dis, donne-moi le suivant, il dit, bah oui, il est déjà prêt. Et donc, si tu alignes tes data, tu gagnes du temps, etc. Mais pour pouvoir faire ce genre de choses, tu dois avoir un langage qui te permet de descendre suffisamment bas niveau, comme du C++, du C, du Pascal ou du Rust, des choses comme ça. Et ce que tu n'as pas comme contrôle, malheureusement, sur du Python et d'autres qui sont interprétés et qui ne te permettent pas ce genre de finesse, pas aussi facilement en tout cas. Et donc ça revient vraiment à la mode, c'est assez logique parce que voilà, on a besoin de performance, ça a été abandonné pendant des années parce qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, on a les machines, mais on revient finalement à la raison. Et c'est ça qui me fait plaisir dans cette news, revient à la raison. Est-ce que l'IA, qui est un peu le terme à la mode, hein, mais est-ce que c'est pas un peu un déclencheur de tout ça aussi? Parce que finalement, on sait bien qu'il y a la consommation d'énergie, donc utilisation de ressources, que tout le monde est un peu à l'os en termes de ressources énergétiques, surtout avec les plans liés au changement climatique, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette réflexion de se dire aussi, on va quand même essayer de faire bien les choses, d'optimiser pour essayer de quand même grappiller ça et là quelques pourcents, voire même peut-être quelques dizaines de pourcents, parce que ça commence à avoir un prix, ça commence à coûter, quoi. Tout à fait. L'IA est une source aujourd'hui de consommation majeure. Et voilà, là aussi, il y a des news récentes qui te disent que en Chine, on permet, si les mecs n'ont pas les moyens, eh bien, ils ont les moyens financiers ou matériels, ils ont les moyens intellectuels que pour essayer de gagner du temps et optimiser. Et pour ceux qui nous écoutent depuis des années, je pense que c'est un message que j'ai déjà sorti 10 fois. C'est effectivement, il y a moyen d'optimiser, ça bouffe énormément et ça a un intérêt, pas juste pour se triturer la nouille en disant qu'on va plus vite, ça a un intérêt d'optimiser son code et de gérer réellement ce qu'on fait, parce qu'après, on gère plus facilement son infrastructure. Ça a une réduction du coût en infrastructure, en personnes qui doivent gérer ces infrastructures. Et si on ne le fait pas à la base d'un projet, on se casse la gueule. Et donc, voilà, c'est le message. Et je suis vraiment content de se lire ce genre d'article. Voilà, donc je voulais le partager. Tu vois, il y a un article positif, j'aime bien. C'est le but. Et on n'a pas fait de géopolitique. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça évolue aussi de cette manière-là, et que ça demande donc des ressources, des compétences, parce que c'est vrai que bidouiller, on est plein maintenant aujourd'hui à le faire. GPT peut aider tout le monde à bidouiller. Voilà, c'est ça. C'est très facile aujourd'hui de se construire quelque chose. Alors après, c'est pas non plus les ressources qu'on va utiliser seront limitées parce qu'on a un environnement limité autour de nous, des amis, les copains, peut-être même des choses internes. Pour faire ce podcast, par exemple, j'ai codé à Vas-y que je te pousse quelques outils qu'on utilise entre nous, que j'utilise uniquement pour ce podcast, mais je me fous des ressources utilisées parce que c'est une fois par semaine et que ça va à la vitesse à laquelle ça doit aller. Voilà, c'est pas. Par contre, ce serait pour faire un truc public accessible par nos millions d'auditeurs. Alors là, je ferai appel à tes services, évidemment. C'est amusant cette news parce que ça me permet de rebondir sur un hors-série que j'ai écouté. Sur la fondation Mozilla, la rencontre faite au FOSDEM, où on entendait le monsieur de la fondation qui disait que le code derrière le célèbre navigateur qui va avec la fondation, il y a encore beaucoup de C++, et puis eux, ils passent sur Rust, mais il y a beaucoup de parties qu'ils laissent en C++. Et je mets en parallèle ta news parce qu'en fait, il disait que chez la jeune génération, on n'a pas forcément cet attrait pour du langage comme le C. Donc c'est presque aussi un constat de mode, je ne sais pas, ou de tendance, que de voir la jeune génération de codeurs venir sur d'autres langages. Mais c'est vrai que les enjeux techniques et technologiques, mais aussi de rapidité et de fonctionnalité, moi, ça me parle aussi parce que ça me fait penser à comment on codait avant. On n'a pas besoin de revenir 24 ans, 25 ans en arrière avec le fameux bug de l'an 2000. On comptait les octets, on comptait effectivement la place que prenait le code parce qu'on était aussi limité par rapport à certains espacements dans lesquels on posait tout ça.
Donc ça fait peut-être du bien de revenir aux fondamentaux, puis de revenir sur de l'efficacité en matière de code. Ça, c'est des valeurs qu'on pourrait peut-être instaurer dans des valeurs comme la RSE, parce qu'on essaye de vendre le fait d'être attentif à la consommation énergétique, les choses comme ça. C'est peut-être là qu'il faudrait aussi secouer un petit peu le cocotier. Ouais, sur les choix des jeunes, et après on écoute Seb, mais sur les choix des jeunes, il faut toujours voir aussi comment les choses sont enseignées aujourd'hui. Hein. Oui, alors moi, il n'en a pas parlé, mais oui, mais c'était amusant de voir que mettre ces deux, allez écouter, hein, c'est sorti le 9 du 2, le hors-série Fondation Mozilla. C'est dans nos épisodes, voilà, et vous pouvez aller écouter ça. On remercie encore l'autre Sébastien d'avoir été au FOSDEM pour nous et d'avoir apporté cet échange. Sébastien, tu voulais rajouter un truc? Oui, je sais qu'on n'a pas fait de géopolitique sur ce sujet, mais en réalité, après, soyons réalistes. Derrière, quand tu travailles sur des langages comme du C, du C++, des trucs assez bas niveau, dans certains milieux, tu en as besoin pour gagner quelques millisecondes, et quelques millisecondes, ça fait la différence entre t'es celui qui a tué ou t'es celui qui a tué. Oui. Et donc, c'est une nécessité dans le milieu militaire aussi d'aller dans les langages où la milliseconde, même dans le secteur bancaire la microseconde est important. C'est une autre zone de guerre, quelque part. mais non, c'est pas par rapport à la suite. Donc c'est important qu'il y ait quand même toujours une foule de développeurs qui soient capables de gérer ce genre de langage, parce que voilà, pas juste pour la performance. Ça peut faire la différence, effectivement. On en a besoin. Ouais. On en a besoin. Tu as peur géopolitique, tu vois. Même il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pas fini. Mais non. Ça, c'est bien Suisse. Alors, le titre, c'est « Quand la Suisse s'aligne sur l'Europe ». Et il nous a mis 2P sur Europe. 2P. C'est un pays, c'est une région étrangère. J'ai mis 2P, j'étais pas sûr. Autant en mettre 2, comme ça on est sûr. Allez, je l'enlève dans la conduite, comme ça j'aurai la... Merci. Donc la Suisse s'aligne presque sur la conduite. Sur l'Europe, je vais y arriver. On parle de réglementation et de réglementation en intelligence artificielle. Oui. J'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Voilà, par laquelle vous voulez que je commence, parce que écoute, je sais pas. je fais un sandwich, une bonne, une mauvaise, une bonne. Non, mais je vais pas tourner autour du pot. La mauvaise nouvelle, c'est que la Suisse veut absolument s'aligner sur l'Europe. Moi, je vous la présente comme une mauvaise nouvelle parce qu'on a cette faculté chez nous de tout vouloir réinventer. Vous avez eu en Europe la GRPD, je ne sais jamais dans quel ordre ça va, les langues. Oui, c'est dans tous les sens. Oui, nous on a eu la LPD, la loi de la protection des données. Voilà, on a fait plus court. On s'est inspiré de la version européenne et on en a fait une sauce à notre sauce helvétique. Et il y a Économie Suisse, un des articles que je vous partage, qui trouve que c'est une bonne nouvelle que la Suisse s'aligne là-dessus, parce qu'ils ne critiquent pas l'outil, ils critiquent, ou en tout cas ils mettent l'accent sur le fait qu'il va falloir cadrer comment on se sert de cet outil, le processus effectivement de l'usage de l'IA. Une bonne nouvelle pour Économie Suisse, parce qu'on parle de boulot, on parle d'opportunités de business, et puis le fait qu'il y ait un cadre, parce qu'en Suisse on aime bien mettre des enclos, des petites barrières, des petites choses comme ça, mais on n'est pas aussi cinglé que Bruxelles, même si j'adore la Belgique. Mais voilà, on n'est pas comme en Europe. Mais on s'inspire et là, par exemple, il est hors de question de faire une simple transposition des régulations, des lois européennes dans ce cas-là. Et puis, on va s'en inspirer. On va faire quelque chose. C'est une étude. Je vous partage même le règlement de l'IA. Voilà, le Conseil fédéral s'est exprimé là-dessus. Le règlement de l'IA, le Conseil fédéral veut ratifier la convention du Conseil de l'Europe. Un bien grand titre pour vous dire qu'on s'est plongé là-dessus. C'est tout récent, hein, ça date du 12 février dernier.
elle veut s'inspirer de ce qui a été fait à Bruxelles pour légiférer sur ce qui se passe en Suisse. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous, on est à fond dans l'IA. On a investi. On n'est peut-être pas avec les mêmes montants que les Français, les Américains ou d'autres pays. Mais voilà, ça fait déjà maintenant 2 bonnes années qu'on a sorti le Swiss Alp IA. Je vous en avais parlé dans un épisode des podcasts des technos. On a un centre, un multi-computer mis à disposition, que ce soit pour les autres écoles, les EPFL, les EPF, les écoles polytechniques fédérales, ou d'autres organismes qui peuvent accéder à ces puissances de calcul. On prend très au sérieux tout ça, comme on l'a fait par exemple avec les cryptos dans certains cantons, où on veut maintenant créer la crypto-vallée, l'IA-vallée, dans le sens où on prend au sérieux justement l'avènement de ces outils. Je vous partage cette news, c'est pour vous dire que là, mon pays m'étonne un petit peu parce qu'il va très vite là-dessus, de plus en plus vite. Tout va très vite. Si ouais, voilà, mais je ne sais pas si cet empressement, il est très spécifique à notre façon de travailler. J'aime à dire que la Suisse a toujours 2 ans de retard, mais là, pour le coup, je suis obligé de réviser mes propos parce que voilà, il y a déjà un cadre qui se dessine autour de comment on va utiliser l'IA. Encore une fois, c'est pas l'outil, mais c'est sur son usage. Donc cette réglementation, je sais plus, j'ai été voir à la fin, pourrait rentrer en vigueur sur... bon, ça date déjà de 2023 quand ils se sont penchés, effectivement, le DETEC, le département de l'énergie, des transports, l'économie et la communication, c'était déjà penché là-dessus sur les aspects juridiques. Mais à la vitesse où ils vont, je pense qu'on aura droit à tout ça d'ici l'année prochaine. Je pense qu'on aura un cadre bien précis. Ça va vite pour nous. Hein. Bah oui. Pas me moquer de mon pays. Voilà. T'inquiète, on vous attend. Voilà. Donc on regarde un petit peu l'Europe. Et puis pour finir sur une note où je vais me moquer moi-même de mon propre pays, vous avez peut-être entendu ce terme, les bilatérales. Oui. C'est peut-être quelque chose qui vous est familier. Nous, on est très fort pour trouver les trucs qu'on aime bien, qu'on pourrait appliquer avec nos amis voisins d'Europe, chez nous, ou avec nos amis voisins européens, mais pas les trucs qu'on n'aime pas. Voilà, donc on a des accords bilatéraux sur plein de sujets, pour l'énergie, pour l'import, pour l'export, pour des choses comme ça. Mais dès que ça nous gêne, nous, on n'en veut pas. Donc on est pile au centre de l'Europe. On bosse avec l'Europe, mais on ne fait pas partie de l'Europe parce qu'on a des accords bilatéraux. Voilà. Sélectif. On est très sélectif. Voilà. Je sais pas si donc j'ai essayé de faire un peu de technologie sans faire trop de géopolitique, mais en même temps, vu la situation de mon pays, voilà, c'était difficile de faire autrement. Pour conclure, Sébastien, un truc là-dessus ou pas, ou de manière générale... En même temps, oui, à la place de Thierry, je ne sais pas pendant combien d'années. Je pense que mon pays va encore 100% rester neutre sur tout. On en reparlera dans les techno-épisodes. On pourrait en faire un hors-série. On pourrait en faire un hors-série. Le monde on n'a pas connu ça, on est trop jeunes, mais on a été neutre aussi à une époque. Oui, mais la Belgique était neutre. Elle était neutre avant de se faire botter le cul. C'est ça, on s'est fait raser. On est désolé. Mais on n'avait pas cet accent. C'est ça. Désolé. On en avait un autre. Peut-être qu'on parlait pas la bonne langue et que les Suisses parlaient allemand pour dire nous on est neutre, rentrez pas, nous on a été trop cons, on n'a pas parlé. On a juste 4 langues pour dire ça. C'est ça. Vous en avez que 2, nous on est passé à 4. Bon, allez. Les amis, cet épisode était bien dense avec plein d'infos, bien fourni, un peu lunaire, il faut le dire. Il est bien tard, du coup. Je vais me coucher bien tard, etc. Donc vous aurez cet épisode. D'ailleurs, vous l'avez écouté, donc c'est que vous l'avez. Oui. Soyons clairs. Donc si vous ne l'entendez pas, c'est qu'il y a eu un problème. Mais vous l'avez entendu. Parle plus fort, ils t'entendent pas. C'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Désolé, on a eu un problème.
problème. Bref, à série, j'en peux plus, moi. On va essayer de passer une bonne semaine. Vous aussi, je l'imagine. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec sans doute d'autres chroniqueurs, je pense. Et avec d'autres sujets aussi, forcément. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils aussi, si vous voulez entendre parler de certaines choses. N'hésitez pas à nous dire de quoi nous devrions, selon vous, parler plus souvent ou moins souvent. C'est selon. N'hésitez pas à passer par la case lestechno.be, par exemple, ou bien sur notre chaîne YouTube, où il est également possible de laisser des commentaires, ou au bas de notre infolettre, puisque là aussi, via l'infolettre, il y a les moyens de laisser des commentaires. Il y a moyen d'interagir. Les moyens ne manquent pas. N'hésitez pas un seul instant. Faites-vous plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Merci à Sébastien. Passez une bonne semaine. Je dans un mois. Voilà, dans un mois, voilà. Voilà. C'est loin. C'est presque la fin de la saison. Moi, j'arrive bientôt dans un hors-série avec un sujet passionnant. C'est juste. Les transports en commun. T'étais là dans 15 jours. C'est juste. C'est le transport en commun à Lausanne, si je ne m'abuse. Exactement. Sujet que je n'ai pas encore écouté. C'est pour ça. J'ai délégué ça. Et donc, je découvrirai en même temps que tout le monde. Ou presque. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Salut.